Et bienvenue pour l'épisode 5 de mes tribulations nocturnes. Ici, vous retrouverez le résumé de mes recherches aléatoires dans les méandres du web. Plusieurs de mes amis m'ont partagé cette vidéo sur cette super initiative qui s'appelle Under Ocean. Le concept, c'est que tu vas jouer un robot qui va aller récupérer des déchets, et dans la réalité, un vrai robot va nettoyer les océans. Alors quand j'ai vu ça, mon sang de gamer n'a fait qu'un tour. Bon, ok, désolé, j'étais obligé de la faire. Alors reprenons. Under Ocean est une entreprise qui cherche à nettoyer les océans en mettant les joueurs de jeux vidéo à contribution. Ils ont acquis leur premier robot et fait leur premier test à distance avec des utilisateurs sur leur PC en août 2020. Et les résultats ont été concluants. Des enfants ont réussi à récupérer des objets en plastique avec les robots depuis leur salon. Ils ont ensuite fait une campagne de financement participatif à hauteur de 15 000 € qu'ils ont réussi en récoltant 18 000. Depuis, ils ont mis en ligne une simulation en 3D qui permet de prendre en main le robot. Une fois la prise en main effectuée, on peut essayer de rejoindre les sessions d'entraînement en piscine pour finalement avoir la chance de participer aux missions en nature. Ils ont fait partie de la mission Blue Odyssey en Méditerranée et on attend avec impatience les résultats de leurs actions. Under Ocean a été mis en avant par 2 pages Facebook, Une innovation par jour et Explore Innovation. J'aime beaucoup ces pages, elles sont super inspirantes, mais elles ont un peu tendance à beaucoup trop s'emballer. Pour l'instant, seuls quelques joueurs ont pu prendre en main les robots, et j'aimerais beaucoup savoir quel est le gain de productivité que les joueurs peuvent apporter comparé à des bénévoles. En s'inscrivant sur le site, on a juste le droit à une session gratuite dans la piscine, mais impossible de trouver un créneau. Sûrement en lien bien sûr avec le fait qu'ils étaient en mission en Méditerranée. Dommage qu'ils n'aient pas été réactifs dans leur communication pour pouvoir accueillir et informer les curieux comme moi qui les ont découverts via une innovation par jour. Si vous tenez vraiment à attraper du plastique avec des pinces, je vous conseille le Japon avec les UFO catchers. Bon, parfois ça dérape. Il appelle la police après avoir perdu 200 fois à la machine à pince, nous rapporte le magazine Ulysse. L'histoire est assez insolite. L'homme se plaignait à la direction que la machine devait être truquée. Le ton montant, il a appelé la police. Et pour rappel, on est au Japon, donc ils sont venus et ils ont demandé au gérant de prouver que la machine n'était pas truquée. Il a à son tour échoué 300 fois à récupérer le prix. Malgré ça, l'affaire n'est pas allée beaucoup plus loin et Sega s'est senti obligé de préciser sur Twitter que lorsqu'on met de l'argent dedans, un prix ne sort pas nécessairement. En tout cas, cette affaire aura permis de faire cette photo incroyable où 2 agents de police sont en train de surveiller un gérant de chez Sega qui essaye de prouver que la machine peut être battue. Mais la culture des jeux à pince, aussi appelée UFO Catcher, est moins considérée comme une arnaque ou un jeu de chance qu'en Europe. Il y a des vraies techniques pour attraper les jouets, comme l'explique cet article de Projet Japon. Et surtout, il paraît que les gérants de certaines salles d'arcade peuvent prendre les touristes en pitié et bien leur placer le cadeau quand ils voient qu'ils galèrent depuis un peu trop longtemps. Mes amis, l'heure est grave. Hubble a bugué. Vous avez tous entendu parler de Hubble, le télescope spatial, qui est en service depuis 1990. Enfin, en service... Alors qu'il prenait ses premiers clichés, les ingénieurs de la NASA se sont rendus compte qu'ils prenaient des photos... floues. En gros, le miroir était un tout petit peu trop plat de 2 microns. Pour vous représenter un peu le truc, imaginez que ça, c'est 1 mètre. Donc 1 millimètre, c'est 1 millième de mètre. Donc si on coupe ce mètre en 1000 parties, ça là, c'est 1 millimètre. Et ben 1 micron, c'est 1 millième de millimètre. Donc on recoupe le millimètre en 1000 parties, et ça là, c'est 1 micron. Donc le miroir dont on parle là, il était trop plat de 2 microns. Et voilà la taille du miroir. Cette petite imperfection a rendu toutes les photos de Hubble floues. Le pire, c'est que le constructeur du miroir était au courant de l'erreur et il a mis ça sur le compte des instruments de mesure qui étaient pas bien équilibrés. Après une mission de réparation qui a duré 5 jours, avec des sorties extravéhiculaires qui ont duré jusqu'à 6 heures, ils ont réussi à corriger le problème ainsi que pas mal d'autres. Et enfin, Hubble a pu prendre des clichés dignes de l'énergie qui a été dépensée dans ce projet.
Je vous renvoie sur la super vidéo d'y penser qui personnellement m'a décroché la mâchoire. Malheureusement, la semaine dernière, il y a eu un problème informatique à bord du télescope et l'ordinateur qui contrôle les instruments scientifiques ne démarre plus. Oui, Thomas, oui, ça va? Ouais, dis-moi, tu pourrais pas faire un crochet par Hubble là? Non mais juste, tu débranches et tu rebranches. Non mais, je suis sûr que ça marche. Bon, heureusement pour la NASA, le grand frère de Hubble arrive à la fin de l'année et je suis impatient de voir les images qu'il va nous sortir. Accrochez-vous, l'histoire est assez cocasse. Un jeune garçon au Brésil s'est fait arrêter par la police. La veille, il avait volé des choses dans des voitures. Les policiers ont vu, une fois arrivés au commissariat, que c'était l'anniversaire du jeune homme, qui pour le coup n'était plus un jeune homme, car il venait d'avoir 18 ans. Les policiers lui ont donc organisé un joli anniversaire. Ils lui ont acheté du coca, un gâteau, ils ont rigolé, ils ont chanté, et ils ont partagé la vidéo en ligne. Best birthday ever. Alors vous allez me dire que je casse l'ambiance, mais j'ai un peu du mal avec le concept. On voit bien sur la vidéo qu'il passe pas un super moment. Il est sûrement en train de réaliser que vu qu'il n'est plus mineur, ses démêlés avec la justice seront sûrement plus compliqués que prévu. Moi ce qui me gêne, c'est le moment où les policiers partagent la vidéo publiquement. Parce que là, la tête est floutée. Mais ça c'est moi qui l'ai fait. Sur la vidéo originale, on voit bien son visage. Donc on est passé d'une petite blague à une humiliation publique. On pourrait se dire que c'est le fait que ça a buzzé qui a aggravé les choses. Parce que oui, bien sûr, ça a buzzé de ouf au Brésil. Mais je suis pas d'accord. À partir du moment où tu postes quelque chose en public, tu es responsable. Que ça buzz ou pas. C'est comme si tu déposais une liasse de billets dans la rue. C'est stupide, même si tu te la fais pas voler. Et on peut aussi montrer du doigt les médias qui ont partagé la vidéo pour faire du buzz facile. C'est pas bien ce que vous avez fait. Ah bah oui, merde. Mais au moins moi, par rapport aux autres, j'ai respecté son anonymat. Je n'ai pas montré son visage, et surtout, je n'ai pas dit son nom. Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans le turfu? Le futur en verlan. NextMind vous permet de faire du contrôle mental. Vous accrochez ce petit boîtier à votre casquette, et vous pouvez tout contrôler avec le pouvoir de votre cerveau. Alors on va se calmer un tout petit peu et on va faire un point sur la technologie du contrôle mental. Pour le coup, c'est pas une arnaque. Le développement de ce genre d'interface est un sujet ultra important en ce moment. La technique traditionnelle, en quelque sorte, consiste à mettre un casque qui mesure l'activité du cerveau, un EEG, ou électroencéphalogramme. Prenons l'exemple d'un jeu vidéo. Si je veux faire avancer mon personnage, il faut que je réfléchisse intensément à l'action de avancer. Une fois que l'ordinateur a bien identifié l'activité cérébrale qui correspond au moment où je réfléchis à avancer, il n'y a plus qu'à assigner sur le jeu ce signal à marche avant. Encore une fois, c'est vulgarisé grossièrement. C'est quelque chose qui marche assez bien, et la startup Emotive arrive à des applications très intéressantes. Il y a un intérêt tout particulier pour les personnes en situation de handicap, qui peuvent retrouver une partie de leur mobilité grâce à ça. Mais NextMind repose sur une technologie différente. Il est branché à votre cortex visuel. Il voit ce que vous voyez. Enfin ça, c'est ce qu'ils essaient de vous faire croire dans leur communication. De ce que j'ai vu des démos pour l'instant, la technologie fonctionne comme ça. Vous avez plusieurs choix de boutons sur lesquels vous pouvez vous focaliser. Chacun clignote à son rythme avec l'apparition de bâtonnets. C'est ce clignotement que l'interface arrive à lire. Et selon le rythme de clignotement du bouton sur lequel vous êtes focalisé, l'ordinateur comprend lequel vous avez choisi. Soyons clairs, ça reste ouf! Ils ont réussi à créer une interface qui arrive à interpréter ce que vous voyez, facile à utiliser, que tout le monde peut se procurer, moyennant 400 € minimum. Ils ont un boulevard d'innovation disponible devant eux, c'est incroyable. Et d'ailleurs, ils sont français. Mais attention quand même, Elon Musk arrive à toute vitesse avec Neuralink, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Et maintenant, on va attaquer une nouvelle rubrique que j'ai appelée Erratum. En préambule, je tiens à vous expliquer que je ne suis pas un scientifique, pas un journaliste, pas un chercheur, rien. Je suis juste un vidéaste passionné par plein de sujets. Même si j'essaie de faire des recherches poussées pour éviter au maximum de dire n'importe quoi,
Il peut arriver que je dise des bêtises ou que je sois pas forcément très complet sur un sujet. Le but de mes vidéos n'est pas de vous donner des preuves ou vous faire gagner des débats, mais juste de vous partager mes passions et ma curiosité. Et pour moi, admettre mes erreurs dans un tel format n'est pas un défaut, mais une qualité. Et on attaque tout de suite avec une feuille pour sauver le monde. Je dis déjà que la photosynthèse permet de transformer le CO2 en oxygène, ce qui n'est pas exactement vrai. Il se passe deux réactions lors de la photosynthèse. La première s'appelle la réaction photochimique. En gros, de l'eau plus de la lumière, ça fait de l'oxygène et de l'énergie chimique. Ensuite, la seconde réaction, qu'on appelle le cycle de Calvin, utilise du dioxyde de carbone plus l'énergie chimique générée précédemment pour faire du sucre, qui sera utilisé comme source d'énergie par la plante, et bien sûr du dioxygène. Donc la réaction a bien consommé du dioxyde de carbone, elle a bien produit du dioxygène, mais à aucun moment on a transformé le dioxyde de carbone en dioxygène. Je m'excuse pour cet abus de langage. Les fruits bio emballés dans du plastique. Par rapport à ça, je n'avais pas vu une des utilités des produits emballés, pré-pelés ou pré-coupés, c'est l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. C'est un argument qui ressort souvent au final et qui rend quand même le débat beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'on peut limiter la commercialisation de certains produits non écologiques alors qu'elle permet une meilleure intégration aux personnes à mobilité réduite? Et puis pareil du coup, si ces produits sont en vente, à quel moment on peut les limiter à certaines populations? Vous imaginez, vous, demander une preuve de handicap pour laisser quelqu'un acheter une barquette de fruits? Sinon, une autre approximation dans cette partie, le PLA. Oui, c'est un plastique végétal, et oui, il est compostable. Mais ce n'est pas le cas dans la nature. Il est compostable uniquement industriellement. Donc il faudrait un tri supplémentaire du PLA pour aller dans des centres de compostage industriels. Des solutions sont à l'étude, mais ne vous dites pas « c'est biodégradable, je peux le jeter dans la nature ». Non, ça ne marche pas. Alors on se finit avec une petite connerie. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand vous faites un pacte avec le diable pour pouvoir acheter une voiture, mais que vous ne payez pas les intérêts à temps? Eh bah l'enfer récupère son dû. Pouf, disparu. Alors je vous rassure, le diable a rendu la voiture. Méchant Lucifer. En fait, l'action s'est déroulée à Mumbai en Inde. L'entreprise à côté avait recouvert un ancien puits avec une couche de béton. Le souci, c'est qu'avec les précipitations, une cave naturelle s'est formée sous le béton qui a fini par céder. Ou alors le diable a fait en sorte que ça pleuve à cet endroit précis. Non mais j'y tiens à ma théorie du pacte démoniaque, hein. Et assez d'internet pour aujourd'hui. On like, on partage et on s'abonne. Moi je vous fais des bises et je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!